Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Trois nouveaux variants du SARS-CoV-2 apparus au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil jouent les troubles faits en ce premier trimestre de cette année qui semblait placé sous de bons auspices avec le début des campagnes de vaccination. Ces variants plus contagieux selon les premières données inquiètent au plus haut point la communauté internationale. Depuis le 27 septembre 2020, les premières doses de vaccins anti-Covid sont administrées et c'est le vaccin des laboratoires américains Pfizer et allemands BioNTech efficace à 95% pour prévenir les infections du Covid-19 qui ont été lancées au niveau de l'Union européenne. L'Europe a servi donc de test pour ce vaccin. Il sera suivi par un autre vaccin à ARN messager Moderna, autorisé aux États-Unis et en Europe. Son efficacité annoncée est de 94,5%. Il combattrait les variants britanniques et sud-africains du virus. Après avoir suscité la méfiance internationale par sa conception rapide, le vaccin russe Sputnik V attire désormais toutes les convoitises. Mis au point par l'Institut Gamaleya, il serait efficace à 91,6% contre le Covid-19. AstraZeneca, enfin, avec une efficacité à 90% moins coûteux, reste simple à stocker car il n'a pas besoin d'être conservé à une température très basse. Quid de l'Afrique et du reste du monde dans tout cela? Un nombre important de doses de vaccins anti-Covid est néanmoins mis à la disposition des pays bénéficiaires du dispositif COVAX pour le premier semestre 2021. Les vaccins disponibles ont été répartis à travers le monde sur 145 pays et représentent à ce stade 3,3% seulement de besoins totaux. Parmi ces bénéficiaires, on recense 47 nations africaines, à l'exception de l'Érythrée, la Guinée équatoriale, Madagascar et même la Tanzanie. Des pays dont le niveau de développement économique leur permet d'acheter les vaccins par leurs propres moyens ou ne se sont tout simplement pas manifestés pour bénéficier des dispositions COVAX. Dans la majorité des cas, c'est le sérum AstraZeneca fabriqué en Inde qui sera proposé aux pays africains. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, je vous retrouve pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Covid-19 et vaccins, controverse et impératif. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir le docteur et toi, Roger. Bonsoir, docteur, bienvenue. Bonsoir, Serge. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. Voilà, docteur Edouard Roger, vous êtes médecin de santé publique, vous exercez à Douala, c'est bien cela? C'est exact. Nous allons prendre la direction de Deauville d'abord, où nous attend le docteur Nokam. Docteur Nokam, bonsoir. C'est une fois de plus un plaisir pour moi de partager avec vous sur le Covid et notamment sur le vaccin. Je dis bonsoir à tous vos téléspectateurs et à mon ami Roger et toi sur le plateau. Vous voyez en bas de l'écran, nous prenons tout de suite la direction de Montréal où nous attend le professeur Jean-Chou Prévost. Bon après-midi, professeur. Bonsoir, bonne soirée et bonsoir à tous les Camerounais qui vivent cette période Covid, deuxième vague. Et puis bonsoir à mes copanélistes ici en ligne et aussi sur le plateau. Voilà, nous revenons à Douala où il s'installe à l'instant. Jonathan Batinguene, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs qui regardent ce programme. Voilà, nous reportons tout de suite vers
l'Amérique du Nord, où nous attend le professeur Jean-Tout Prévost. Vous avez l'honneur d'ouvrir ce programme. Vous allez nous faire la situation épidémiologique dans votre pays, là-bas, le Canada. Quelle est la situation aujourd'hui de Covid-19 au Canada? Oui, effectivement, la situation de Covid-19 est en train de suivre une pente en diminution. Donc, il faut dire que la deuxième vague qu'on a vécue a commencé peu de temps avant les fêtes de fin d'année, donc vers le mois de novembre. On avait donc cette deuxième vague qui a entraîné des mesures très drastiques au niveau des fermetures des restaurants, les fermetures des lieux publics, et ensuite une autre accentuation avec le couvre-feu qui a été mis en place. Donc, il faut dire que c'est la deuxième fois qu'il y a eu un tel couvre-feu au Canada depuis de nombreuses années. Et là, on a cette période où on voit le nombre de cas quotidiens qui diminue. Et la bonne nouvelle, c'est que les vacances scolaires qui ont eu lieu la semaine passée au Québec, donc c'était la semaine de relâche, ne s'est pas accompagné d'une augmentation majeure des cas. On va voir avec les 2 semaines qui viennent s'il y aura une réascension. Donc pour l'instant, le point sur la situation en nombre de cas est plutôt rassurant. Le nombre de cas diminue. Le deuxième point qui est important de souligner, c'est le point sur la progression des vaccins qui est aussi en augmentation. Le vaccin que le Canada, qui est utilisé au Canada aujourd'hui. Pardon, j'ai pas entendu le début. Le vaccin au Canada aujourd'hui, c'est lequel? BioNTech, Moderna, Sputnik V? C'est essentiellement le vaccin Pfizer et Moderna qui sont utilisés. Donc actuellement, on a commencé le vaccin par les maisons de personnes âgées, donc ce qu'on appelle les maisons de retraite en France, par exemple. Et on a plus de 83% des adultes dans ces lieux qui ont été vaccinés. Pour ce qui est des travailleurs de la santé, on est déjà à plus de 52%, ce qui est pas mal. Et pour ce qui est des personnes qui ne sont pas dans des collectivités, on dépasse déjà les 18 à 20%. Voilà, on va traverser l'Atlantique pour nous retrouver en France. Docteur Nokam, la situation épidémiologique en France. Et il y a surtout ce phénomène le week-end dernier. 2 villes ont été placées sous confinement. Qu'est-ce qui explique cela, Docteur Nokam? Oui, effectivement, l'épidémie en France évolue plutôt dans le mauvais sens. Puisqu'on voit que le nombre de patients continue d'augmenter quotidiennement en réanimation. À ce jour, nous sommes à 4 000 patients hospitalisés en réanimation, plus de 24 000 patients hospitalisés, et juste la journée d'aujourd'hui, il y a eu à peu près 1 700 patients qui ont été hospitalisés. C'est pour cette raison qu'actuellement, il y a 2 villes qui sont, deux grandes régions qui sont confinées, c'est la Côte d'Azur avec Nice, et c'est la région du Haut-Nord de Dunkerque qui sont confinées. Et la question de la région parisienne reste en suspens parce qu'il est fort probable que Paris et les villes autour de Paris soient confinées parce que on voit le nombre de patients qui augmente considérablement en région parisienne. Dans le reste du territoire, il y a un couvre-feu à partir de 18h dans tout le territoire. On espère que ça devrait s'arranger avec le vaccin. Malheureusement, la vaccination ne se passe pas comme prévu, parce que contrairement aux pays comme Israël qui a vacciné presque 80% de sa population, ou même par rapport à nos voisins anglais, qui sont un peu parmi les derniers au niveau du nombre de vaccinés. Aujourd'hui, en France, il y a 4 millions de personnes qui ont été, 4 millions de doses de personnes qui ont reçu la première dose et 2 millions qui ont reçu les 2 doses de vaccin. Donc, on voit qu'il y a un peu un retard, y compris dans le personnel soignant. Il y a eu un conseil, un conseil scientifique lié à l'Élysée, afin de discuter sur les mesures à prendre pour augmenter un peu le nombre de vaccins, d'impliquer tous les médecins, d'impliquer les pharmaciens. Bref, en résumé, la situation n'est pas comme au Canada, en France. Donc, avec le variant anglais qui a pénétré le territoire et qui est plus virulent. Voilà. Ok, merci Dr Nokam. On revient donc chez nous ici, chez vous également. Dr Nokam et professeur Jean-Tout Prévost au Cameroun. Docteur Etoa, le Cameroun, on a vu, le Premier ministre a fait la situation par rapport à cette deuxième vague.
le 5 mars dernier. Il a avancé des chiffres. Mais la polémique, il faut le dire comme ça, est née il y a 2 jours sur le caractère obligatoire ou pas du vaccin. C'est ça qui reste, même comme le ministre, on a eu une sortie pour dire que c'était un fake news. Mais aujourd'hui, on parle de plus en plus du vaccin au Cameroun. Et la sortie du ministre indiquait clairement que ce sera AstraZeneca. Alors, effectivement, nous avons tous lu cette actualité. Bon, je me réserve le droit de commenter l'authenticité des documents qui ont circulé sur Internet. Il faut savoir que sur Internet, il y a un peu de tout. Il y a du vrai, du faux. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on a vu 2 notes contradictoires. Donc, je préfère encore vous en tenir à celle du ministre. Voilà, qui dit que les vaccins ne sont pas obligatoires. Et ce sera AstraZeneca. Oui. Maintenant, il faut quand même savoir que au-delà de tout, la question centrale reste posée. C'est-à-dire, comment on sort de cette crise? Comment on va sortir de ce bourbier? Et malheureusement, la réponse est qu'on le veuille ou pas, ce sera par la vaccination. Si on ne veut pas la vaccination, ce sera par la vaccination. Ce sera par la vaccination. Oui. C'est-à-dire que si on a de l'humanité, chaque pays a 2 choix. Oui. S'il ne veut pas la vaccination, il met en place des mesures de restriction de la population pour que les interactions humaines baissent, diminuent. Et par là, la contamination du virus va également baisser. Et c'est pour cela que des pays mettent en place des mesures soit très dures avec le confinement, soit assez modérées avec le couvre-feu. En Chine, par exemple, on va plus loin avec l'intelligence artificielle, le flicage et la surveillance des citoyens. Donc, c'est ces mesures qui sont alternatives au vaccin. Mais pour qu'une épidémie s'arrête, on le dit, on le répète encore, pour qu'une épidémie s'arrête, il faut que la population atteigne l'immunité collective. Et l'immunité collective s'obtient de 2 façons. Soit par la voie naturelle, c'est-à-dire les gens contractent le virus, développent des résistances et ensuite, étant immunisés, dont le virus ne circule plus, c'est-à-dire que le taux de reproduction du virus est inférieur à 1, c'est-à-dire que le virus ne circule plus. Est-ce que cela s'est déjà passé? Oui. Ça s'est passé dans une ville au Brésil qu'on appelle Manaus, où la population avait atteint l'immunité collective de façon naturelle. Plus de 70% de la population avait d'indigènes, c'est-à-dire les Indiens. Exactement, ils avaient contracté le virus et ils ont développé des résistances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce phénomène d'immunité collective a malheureusement engendré un variant. Parce que la pression était très forte sur le virus, si bien que le virus était, entre guillemets, s'est un peu échappé et ça a provoqué un variant, d'où le nom de variant brésilien. Et donc, aujourd'hui, la question de l'immunité collective, elle peut se poser de façon naturelle, mais combien de temps va-t-elle durer? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Et c'est donc pour ça qu'on pense que, en plus de cette immunité collective, de façon naturelle, il faut ajouter une immunité collective de façon artificielle par la vaccination. Et quand on parle de vaccination, à quoi sert la vaccination? La vaccination peut servir à immuniser chaque individu pour qu'il ne développe plus la maladie, mais elle peut également servir à immuniser tout un groupe d'individus en créant une immunité de masse. C'est pour cela que quand il y a des campagnes de vaccination dans les districts de santé, dans les aires de santé, on cible, on dit qu'on veut, on prend par exemple, on met une cible de 60 ou 80% des enfants à vacciner pour qu'il y ait une immunité de masse. Et donc, la question donc du vaccin volontaire va se poser. C'est bien beau, le vaccin volontaire à titre individuel, chacun est libre de se vacciner ou pas.
Mais est-ce qu'en cas d'urgence, en cas de nécessité, en cas de force majeure, en cas de péril de la nation, est-ce qu'on peut encore laisser prospérer la démocratie sanitaire en disant que chacun fait ce qu'il veut de son corps? La question continue de se poser. Voilà, nous recevons une information là. Le Danemark vient de suspendre par précaution le vaccin AstraZeneca après des problèmes de coagulation chez certains patients. Effectivement, pas seulement le Danemark, mais 7 pays européens ont suspendu le vaccin AstraZeneca. Vous comprenez la question qui va suivre que j'ai envie de vous poser? Oui, posez-la déjà. Pourquoi donc on voit que AstraZeneca fonctionne? Voilà. C'est une bonne question. Voilà, de l'autre côté, pourquoi nous on choisit AstraZeneca? Parce que c'est... Non, déjà sur des questions de choix, je n'ai personnellement pas participé à Est-ce que le Cameroun ne pouvait pas dire non? Je vais revenir. Pour les questions de choix, je n'ai personnellement pas participé à la sélection, au comité qui choisissait le vaccin. Mais j'aimerais dire deux choses à propos des vaccins. Un vaccin reste un produit étranger qu'on inocule dans le corps d'un individu. Ça reste un médicament. Un médicament peut vous apporter la solution, mais dans une proportion donnée, qu'elle soit faible ou grande, il peut y avoir des effets indésirables. Oui. Et donc, c'est-à-dire que dans les phases du développement d'un médicament ou de la vaccination, il y a la phase 1, et tout qui est la phase préclinique, il y a la phase 2 où il y a un groupe réduit d'individus, il y a la phase 3 qui est une phase où on fait des essais randomisés en double aveugle avec une population très importante, et il y a la phase 4 qui est déjà quand le médicament est en circulation et on fait de la pharmacovigilance. Okay. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de prendre le médicament, si vous avez un problème, vous venez relater, que ce soit les personnels de santé, que ce soit les pharmaciens, relèvent les effets indésirables et les remontent aux autorités sanitaires qui peuvent maintenant décider, c'est-à-dire que par rapport au nombre de cas, par rapport à la situation, soit de conserver l'autorisation, soit de la retirer. Ça, c'est la question du processus. Maintenant, sur la question sociale, il y a un sociologue sur la place. Effectivement, il y a ce qu'on appelle le biais. Pourquoi ça fait beaucoup de bruit? C'est ce qu'on appelle, c'est dû à ce qu'on appelle le biais de négativité. Oui. Le biais de négativité, c'est-à-dire que si je vous fais 9 compliments et un reproche, on retient le reproche. Vous allez retenir le reproche et vous allez oublier les 9 compliments. C'est-à-dire que l'être humain est formaté pour retenir ce qui est négatif. C'est-à-dire parce que c'est dans le cerveau ancestral. C'est-à-dire que si vous êtes en forêt, vous pouvez louper 10 arbres fruitiers, mais vous ne devez pas louper le bruit du tigre qui passe. Donc l'être humain a été conçu, formaté pour capter les signaux de danger. Et donc, c'est exactement pour cela que le vaccin peut sauver 1 million de personnes, mais s'il y a ne serait-ce que 1 ou 2 cas où il y a des effets indésirables, où il y a un décès, effectivement, ça va prendre une ampleur incroyable à cause de ces biais de négativité. Ok, merci. Jonathan Batingene, vous avez appris comme nous, le Danemark qui dit non à AstraZeneca, l'Afrique du Sud a également dit non. Tout à fait. Mais COVAX a choisi AstraZeneca et parmi les pays de la planète du tiers-monde, il y a l'Afrique, 47 pays africains qui seront obligés, entre guillemets, de consommer du COVAX, malgré tout. Tout à fait. D'abord, il faut savoir que ce n'est pas un achat des pays africains, oui. C'est un don. Et il faut susciter, quand c'est un don, est-ce qu'on est obligé, parce que c'est un don, on prend ça comme ça? Puisque c'est un don dans le domaine sanitaire, les experts dans le domaine savent que c'est un don qui peut être accepté par le pays qui reçoit, comme il peut être refusé. Donc, les réserves émises par le gouvernement danois peuvent servir de base d'argumentation à l'État camerounais pour refuser d'engager une campagne de on les annonce là dans les tout prochains jours, hein? On les annonce, mais il y a cette information qui vient d'arriver. Donc, cette information... Docteur parle de 7 pays déjà qui ont tourné le dos à AstraZeneca. Non, ils n'ont pas tourné le dos. Ils ont stoppé. Ça dit que c'est un principe de précaution. Oui. Ça veut dire que si on relève un certain nombre de cas,
grave, on peut suspendre. Ok. Et tout ça, le temps de voir clair, Ok. et tout ça, de remonter l'information aux fabricants. Jonathan. Oui, et il faut aussi savoir que même le vaccin, la campagne de vaccination, il y a encore des cellules de réflexion au niveau de la primature camerounaise qui continuent de travailler sur la campagne en question. D'abord, il faut voir, parce que vous avez parlé des variants. Il y a le variant brésilien, il y a le variant sud-africain, il y a le variant anglais. Britannique. Il y a donc des variants qui sont en train de rentrer dans la réflexion et qui amènent à une autre interrogation. Est-ce que le virus, est-ce que le vaccin sera efficace vis-à-vis de toutes ces variants qui sont actuellement détectés? Parce que la mutabilité du virus est une donnée à prendre en compte dans la lutte anti-Covid. Ouais, vous allez terminer. Oui, je voudrais quand même, je voudrais noter que où on est parti avec la gestion du Covid, on va probablement passer d'une pandémie en une endémie. Oui. Bon, une épidémie, c'est une maladie qui ravage un groupe de personnes. Oui. Une pandémie, c'est une maladie qui ravage plusieurs pays. Ouais. Et une endémie, c'est une maladie qui reste pendant longtemps dans une population donnée. Ça veut dire, par exemple, le paludisme est une endémie. Et donc, sur la question du Covid, on est parti pour être une endémie parce qu'il est peu probable qu'on ait le cas, c'est-à-dire que l'humanité ait 0 cas de Covid. Alors, ça risque de se passer, sur la question de la vaccination, ça risque de se passer comme le virus de la grippe. C'est-à-dire que ceux qui vivent en Europe savent effectivement que chaque année, les populations sont obligées de se vacciner parce qu'il y a un nouveau virus de la grippe qui revient chaque année. Et donc, on modifie le vaccin en fonction du nouveau virus qui est là. Donc, peut-être sur la question du Covid, il y aura une vaccination de base. Et comme ce sont ces virus, on a déjà leur séquençage génétique. On a leur séquençage génétique. On est donc capable d'ajuster les vaccins en fonction du variant d'un pays ou alors en fonction d'une nouvelle souche qui pourrait arriver dans les jours à venir. Donc, ça laisse donc intervenir la question de la gestion de la bioéthique, la gestion du vivant avec la question de la Covid. Maintenant, il y a un problème de communication dès le départ. C'est-à-dire qu'on a remarqué au départ de la Covid que les firmes pharmaceutiques avaient un discours qui était un discours de surenchère sur la question de la Covid. Bien sûr, en privilégiant les produits pharmaceutiques qu'eux ils distribuaient et en dénaturant les solutions endogènes que certains peuples, que certaines sociétés développaient. Aujourd'hui, on a donc les populations qui, d'une part, perçoivent les firmes pharmaceutiques comme voulant se poser en monopole de gestion du vivant et les populations qui estiment que, surtout celles du tiers-monde, parce que je suivais encore une émission sur une chaîne concurrente il y a quelques jours, il y a une émission qui a démontré que les pays d'Afrique ont une gestion de la Covid qui est bien meilleure que ceux qui sont industrialisés où la vaccination a cours actuellement. Donc, sur ce plan, il n'y a aucun complexe à voir les méthodes que nous utilisons actuellement. Elles ont leur efficacité, même si elles restent pour la plupart perçues, je dis c'est un problème de perception aussi, perçues comme archaïques. Maintenant, avec ces méthodes que nous proposons pour la gestion de la Covid, est-ce que ces méthodes à long terme peuvent être plus efficaces ou bien peuvent proposer un modèle concurrent de celui de la vaccination? C'est une question qui peut aussi se poser parce qu'en matière de bioéthique, on sait que le scientifique qui tient un discours, certes c'est un discours de technocrate, mais ce discours n'est pas la vérité. La vérité en termes de vérité absolue, c'est une vérité sur la réalité qu'on observe. Et la Covid, c'est une des réalités qui vient démentir beaucoup de discours scientifiques technocrates qui ont été posés sur la maladie. Maintenant, il y a donc une pluralité de regards qui est possible. On a des solutions endogènes qu'il ne faut pas négliger. Elles peuvent être curatives, bien plus efficaces vis-à-vis du virus que le vaccin. On ne devrait pas négliger. Il est encore possible que, au lieu que nos États se laissent embarquer dans une vision monoculturelle de l'OMS, que ces États gardent un regard polyvalent avec toutes les compétences que nous avons en interne, que ce soit la pharmacopée traditionnelle, que ce soit les solutions qui sont actuellement prises, que ces solutions continuent d'être appliquées pour que nous ayons un système, une réponse qui soit une autre réponse face à cette maladie. Voilà, on va d'abord prendre le professeur Djancho Prévost depuis
Montréal. Le vaccin, il est là pour... On constate déjà, hein, professeur, que le déploiement du vaccin est, on va le dire, un peu trop lent en Afrique, hein, alors que nous avons nos solutions. Est-ce que pour les Africains, c'est la priorité, les vaccins? J'ai nos solutions endogènes. C'est une question de bénéfices et d'alternatives, parce qu'on est face à une maladie pour laquelle les traitements curatifs n'ont pas démontré pour l'instant une molécule qui est vraiment celle miracle qu'on aurait espéré. Donc l'approche de prévention reste celle qui va apporter vraiment une solution de protection à l'échelle individuelle et collective. Et les alternatives africaines qui ont été présentées ont, dans la première vague, fait beaucoup de bruit, notamment les solutions qui tournaient autour des plantes médicinales. Ces données n'ont pas été publiées. On a refait encore des recherches bibliographiques pour voir s'il y avait des choses qui permettaient de confirmer cela. Et même dans des pays où, justement, l'utilisation à large échelle a été démontrée, on se rend compte que c'est pas forcément une prévention qui est avérée. Donc, la question vaccinale arrive dans ce contexte-là où il n'y a pas, en 2021, une compagnie africaine qui produit des vaccins et qui fait des recherches sur des populations natives à partir d'initiatives vaccinales propres à l'Afrique. Donc, la plupart des études qui sont faites sur le continent viennent de produits qui sont développés ailleurs, et c'est important que ces études se fassent. C'est important de démontrer aussi l'efficacité dans différentes populations, mais c'est sûr que dans le contexte actuel, on n'a pas de signal pour dire que l'efficacité serait plus faible chez les Africains qu'ailleurs. Donc c'est important de pouvoir à ce moment-là mettre en place une stratégie de organisation du programme vaccinal qui va dépendre bien sûr de la disponibilité de ce vaccin, de la priorisation selon les populations, mais aussi beaucoup sur la question du suivi. Donc la phase de pharmacovigilance va être importante parce que c'est un point qui permet de se rassurer. Juste pour vous donner une idée, parce que c'est important de mettre aussi en perspective les choses, au Canada, avec les deux vaccins qu'on a jusqu'à présent, le Moderna et le Pfizer, on a des données qui montrent qu'environ sur 1 700 000 personnes vaccinées, il y a peut-être 4 000 qui ont fait des effets secondaires, la plupart du temps mineurs. Il y a eu 7 cas de décès, mais qui n'étaient pas du tout liés au vaccin. Donc ça, c'est des choses qui sont faites, étudiées. Donc le principe de précaution, lorsqu'il y a des événements, comme ce qu'on voit avec le vaccin AstraZeneca, c'est une approche qui est normale, et ça repose sur justement un système de pharmacovigilance. Il faut ces registres-là pour suivre les données. Voilà, docteur Nokam, pourquoi pour vous tant de controverses autour des vaccins alors que les données statistiques ne font que grimper? Est-ce qu'on a trop de temps à parler, à discuter sur les vaccins? Oui, je pense qu'il faut avant tout une pédagogie. Compétitionnelle. Je pense qu'il faut avant tout une pédagogie sur ces vaccins, parce que beaucoup de gens, et surtout, on vient sur un terrain déjà miné. On vient à parler des vaccins, on nous a parlé de la 5G, on nous a parlé des complots, on nous a parlé de beaucoup de choses. Du coup, c'est pas facile pour les médecins de communiquer là-dessus. Et vous imaginez bien, chez nous en Afrique, c'est encore très mal ressenti. Quand je vois qu'ici en France, les gens négocient pour être vaccinés, je ne peux pas vous dire le nombre de gens qui m'appellent pour savoir s'ils peuvent trouver un créneau pour qu'ils se fassent vacciner. Et de l'autre côté, les gens en Afrique qui refusent le vaccin. Je pense tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de pédagogie. Et la réaction du Danemark et de la Norvège vient conforter ces complotistes-là dans cela. C'est qu'il faut comprendre même le vaccin de la grippe. Le vaccin de la grippe a des effets secondaires. On est vacciné parce que le vaccin, ça c'est quoi? C'est un vaccin à vecteur viral. Donc c'est un virus. Pour ceux-là, c'est ce qu'on appelle l'adénovirus du chimpanzé qui injecte le corps et qui va aller créer une réponse immunitaire. Donc, quand on injecte un corps étranger, comme disait tout à l'heure le docteur Itoa, il peut avoir des réactions. Maintenant, qu'est-ce qui est important en médecine? C'est de voir entre le nombre, entre l'effet bénéfice-risque, est-ce qu'il y a eu plus d'effets positifs que d'effets négatifs?
Je vous rappelle que le vaccin de la variole, qui a permis d'éradiquer quasiment la variole, avait à son temps, dans les années 50, disséminé presque tout un village. Je crois que c'était au Canada, mais ça n'a pas empêché que le vaccin soit administré. Ce qu'on doit comprendre surtout, c'est quel est le rôle du vaccin. On sait que le vaccin, c'est surtout pour éviter les cas graves de Covid, les gens qui vont aller en réanimation. Puisqu'on sait que dans une population, 5% des gens qui contractent le virus vont développer des formes graves. 95% vont soit guérir, soit vont guérir parfois spontanément. Donc, l'objectif de vacciner une population, c'est de créer une certaine immunité quasi collective qui va faire en sorte que le nombre de gens qui ont développé des formes graves puisse diminuer. Et quand on dit qu'un vaccin est efficace à 95%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous vaccinez 100 personnes, il y a 95 personnes qui sont protégées et 5% qui pourront quand même développer la maladie malgré le vaccin. Mais le fait de vacciner une grande population va faire que ces petits 5% va atténuer le nombre de gens, au final, qui pourront développer des formes graves. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une réflexion collective. Et là, le gouvernement doit jouer un rôle important et surtout de pédagogie. Parce que quand on dit qu'il y a eu des cas, il y a eu des effets secondaires. Oui, le vaccin de la grippe, c'est un virus qu'on injecte, ça donne un syndrome grippal. Pour l'AstraZeneca, on parle de thrombose. Maintenant, il y aura, puisqu'il y a la pharmacovigilance qui a été mise en place, et la pharmacovigilance permet de dénoncer, de répertorier tous les effets secondaires qui n'ont pas été notés pendant les études. Et là, le Danemark, la Norvège, l'Islande, ils arrêtent AstraZeneca le temps de faire une enquête. Ça ne veut pas dire qu'AstraZeneca, c'est un mauvais vaccin. Je prends, il y a un autre cas, il y a un vaccin qui est le vaccin Sputnik. Le vaccin Sputnik fonctionne exactement, c'est un peu le même principe que le vaccin AstraZeneca. C'est un vecteur à virus. Sauf que les Russes, au lieu d'injecter juste un adénovirus du chimpanzé dans le truc, ils ont injecté 2 adénovirus humains. Et là, ce qui est avantageux avec ce vaccin Sputnik, c'est que les 2 doses, la première dose et la deuxième dose, ce n'est pas le même virus qu'on injecte. Donc, du coup, ça crée une réponse immunitaire croisée. Et donc, on a une réponse plus poussée, meilleure, en fait, entre autres. Donc, commencer à communiquer sur la dangerosité du vaccin, ce ne serait pas vraiment responsable. Je pense plutôt qu'il faut vraiment expliquer. Et c'est bien, je pense que les médecins, il faut que la population aille vers les médecins qui s'occupent du Covid, qui connaissent mieux le vaccin, pour qu'ils soient rassurés. Et dans tous les cas, quand on commence le vaccin, on devrait commencer par les personnes les plus à risque. Parce qu'une personne de 20 ans qui fait un Covid ne va pas forcément aller en réanimation. Bon, même si le variant anglais, nous a montré un peu, on a eu quelques surprises ici en France avec le variant anglais, avec des gens de 45 ans qui ont la réanimation. Mais il faudrait commencer dans un premier temps, pas les gens à risque, des gens qui sont obèses, diabétiques, les personnes âgées, que ces gens-là puissent être d'abord vaccinés afin d'être protégés contre le Covid. Et ainsi, progressivement, on va pouvoir développer une immunité collective. Donc, moi, en résumé, je dirais que, bon, oui, il y a un effet secondaire. Comme il y a des effets secondaires dans presque tous les vaccins, mais sauf que le pourcentage est fait. Et il faudrait que la pharmacovigilance, que les médecins camerounais, que la médecine la santé publique puissent étudier le problème et rassurer la population et mieux cibler les personnes à être vaccinées. Et il ne faut pas oublier que le Covid même, donne des thromboses. Donc, est-ce que ces gens qui ont développé des thromboses, est-ce qu'ils n'avaient pas, entre guillemets, est-ce qu'ils n'avaient pas... Voilà. Donc, merci, docteur Nokam. Voilà, vous semblez dire qu'il faut absolument vacciner les populations. Vous mettez de côté notre pharmacopée traditionnelle qui a écouté, Monseigneur Cléda a fait ses preuves, quand même. Les solutions endogènes, comme on les appelle. Le président l'a reconnu dans son discours à la veille de la fête de l'unité le 20 mai 2020, c'est-à-dire le 19, dans son discours. Non, 2 choses. Je n'ai pas dit qu'il faut absolument vacciner les populations. Je dis juste que il sera difficile
qu'on sorte de ce bourbier sans avoir intégré également dans la palette de mesures que nous avons la vaccination. Avec ces nouvelles qui viennent par rapport à AstraZeneca, oui, on va y arriver. C'est-à-dire qu'il faudra intégrer, et le docteur Nokam a bien dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de vacciner toute la population, mais il y a une cible précise, c'est-à-dire que notre problème, c'est que les gens n'aillent pas en réanimation et que les gens ne décèdent pas. Et il faut se mettre à l'esprit que c'est un vrai problème, parce que le Premier ministre a publié les chiffres l'autre jour. Il a dit que la semaine passée, il y a eu 3000 nouveaux cas. Et il faut savoir que, on a des indicateurs à peu près stables. C'est-à-dire qu'on a un taux de sévérité d'à peu près 2,5%. Ça veut dire que dans les 3000 nouveaux cas, nous aurons à peu près une centaine de 200 qui iront en réanimation. Et on a un taux de létalité d'à peu près 1,5%. C'est-à-dire que dans les 3000 nouveaux cas, il faut se dire qu'à peu près 45 personnes vont décéder. C'est-à-dire que c'est des taux, dans les 3 semaines à 1 mois, il faut s'attendre à ces chiffres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont contaminés. Dans les 3 à 4 semaines, nous aurons tel nombre de personnes en réanimation, nous aurons tel nombre de personnes qui seront décédées. Ce sont des indicateurs qui sont assez stables depuis le début de la pandémie. Et donc, on ne peut pas se dire que ces gens, on ne doit pas les sauver. Même si c'est relativement en Occident, nous avons peu de morts, mais un mort est un mort de trop. Ce sont nos oncles, ce sont nos parents, ce sont nos grands-pères, ce sont nos frères, nos sœurs qui décèdent. Et cela, s'il y a une solution qui existe pour eux, il faut l'utiliser. Et cette solution, ça existe, c'est la vaccination. Maintenant, sur la question... La vaccination, c'est la seule solution? Non, c'est pas la seule solution. C'est une des solutions. C'est une solution. C'est une des solutions. Voilà sur la question des solutions endogènes, oui. Ben, moi, c'est un faux débat où on veut opposer la médecine conventionnelle à la médecine traditionnelle. Non, on ne veut pas opposer. On demande rien ne vous dit que médecin... On demande tout simplement de considérer aussi... Oui, non, je vous dis, rien ne vous dit que médecin de mon état, quand je rentre à la maison, je ne prends pas mes tisanes et tout. Okay. Maintenant, la question, on revient après le journal, je vous en prie, parce qu'il est là. Cédric Noufelet, bonsoir, au menu ce soir. Bonsoir Saint-Germain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de l'ouverture de la session parlementaire en mars en 2021. La crise anglophone est une préoccupation pour certains députés qui souhaitent qu'elle soit enfin inscrite à l'ordre du jour. Mais à la surprise des députés, la doyenne d'âge à l'Assemblée nationale a évité les préoccupations autour du vaccin anti-Covid et a conseillé aux populations de se ruer vers le vaccin contre la polio qui refait surface au Cameroun. Et au Sénat, les préoccupations tournent autour de la succession du président du Sénat, Marcel Nyadifendi, absent lors de l'ouverture de cette session parlementaire. Nous ferons le point dans le journal de 20h. Les autorités gouvernementales menacent de retirer les permis de conduire des transporteurs qui ne respectent pas certaines mesures barrières, notamment le port du masque. Quelle est la réalité dans la ville de Douala? Dans les taxis, presque personne ne porte le masque. Les chauffeurs hésitent à pouvoir sanctionner leurs passagers parce qu'ils misent d'abord sur la recette journalière. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et dans l'escale internationale, nous reviendrons sur cette pluie d'hommages observée depuis hier soir après le décès d'Ahmed Bakayoko, Premier ministre ivoirien, mort des suites d'un cancer selon l'annonce officielle du président Alassane Dramane Ouattara. Vous suivrez dans ce journal l'hommage du président de la République du Cameroun en l'endroit de l'ancien Premier ministre ivoirien décédé il y a quelques heures seulement. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du 20h que va vous présenter dans un instant Cédric Noufelet. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités et en plateau, en France et au Canada. Tout de suite, une page de pub et après le 20h le plus attendu de la planète, le 20h de Cédric Noufelet.